La composante sphérique de cette articulation est formée par la tête de l'humérus, qui est une partie de l'os long de notre bras, l'humérus. L'emboîture est formée par la fosse glénoïde, qui fait partie de la scapula ou omoplate. Voilà d'où vient le nom articulation gléno-humérale. Très bien. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec les structures osseuses auxquelles s'attachent nos muscles, continuons avec les muscles de la coiffe des rotateurs. Avant de nous lancer dans les détails, orientons-nous à l'aide de notre adorable bénévole Ken Hub. Appelons-la Anne. Nous pouvons la regarder en vue postérieure et en vue antérieure. En enlevant la peau, le tissu conjonctif, les structures neurovasculaires et quelques muscles environnants, merci Anne, nous pouvons voir les muscles de la coiffe des rotateurs. Sur le côté postérieur, nous avons les muscles supraépineux, infraépineux et petit rond, tandis que du côté antérieur, nous trouvons le muscle subscapulaire. Nous allons maintenant demander à Anne de se tourner pour qu'elle nous montre son côté latéral. Nous allons également enlever une partie des tissus mous environnants ainsi que l'humérus pour que nous puissions voir les 4 muscles de la coiffe des rotateurs. À nouveau, nous pouvons observer les muscles supraépineux, infraépineux et petit rond du côté postérieur et le muscle subscapulaire du côté antérieur. Un moyen mnémotechnique pour mémoriser plus facilement les muscles de la coiffe des rotateurs est la phrase « squelette ingérant un plat de spaghettis » ou SIPS. La première lettre de chaque mot représente un muscle de la coiffe des rotateurs, à savoir S pour le supraépineux, I pour l'infraépineux, P pour le petit rond et S pour le subscapulaire. Donc, maintenant que nous savons de quel muscle il s'agit, permettez-moi de vous donner quelques informations générales sur ces muscles. Généralement, les muscles de la coiffe des rotateurs trouvent leur origine au niveau de la scapula et s'insèrent au niveau de l'humérus, qui est juste ici. Concernant leur fonction, ces muscles travaillent ensemble pour réduire le risque de luxation en stabilisant l'articulation gléno-humérale. Ils aident à maintenir la tête de l'humérus dans sa position correcte à l'intérieur de la fosse glénoïde, et comme leur nom l'indique, la coiffe des muscles rotateurs joue un rôle important dans la rotation interne et externe du bras au niveau de l'articulation gléno-humérale. Après avoir parlé de la coiffe des rotateurs comme un ensemble de 4 muscles, continuons notre tutoriel en examinant chaque muscle individuellement et en discutant de leur origine, point d'insertion, fonction et innervation. Le premier muscle que nous allons adresser est le muscle supraépineux, qui est surligné en vert sur cette image. Comme son nom l'indique, ce muscle prend naissance dans la fosse supraépineuse de la scapula. Il s'agit d'une dépression peu profonde de la scapula qui se trouve au-dessus de son épine. Le supraépineux s'étend jusqu'au tubercule majeur de l'humérus où se trouve son point d'insertion. Lors d'une contraction de ce muscle, le supraépineux déclenche l'abduction du bras au niveau de l'articulation gléno-humérale. Et comme il s'agit d'un muscle de la coiffe des rotateurs, il effectue son mouvement tout en stabilisant cette articulation. Pour être capable de remplir ses fonctions, ce muscle a bien entendu besoin d'être innervé. Ce rôle est détenu par le nerf suprascapulaire qui trouve son origine dans le tronc supérieur du plexus brachial. Inférieur à l'épine de la scapula, nous trouvons le muscle infraépineux, qui prend son origine dans la fosse infraépineuse de la scapula, et comme le supraépineux, s'insère ici au niveau du tubercule majeur de l'humérus. Concernant ses fonctions, le muscle infraépineux est responsable de la rotation externe du bras au niveau de l'articulation gléno-humérale, ainsi que de la stabilisation de cette articulation. De même que le supraépineux, ce muscle est innervé par le nerf suprascapulaire que vous voyez surligné ici en vert. Le prochain muscle de la coiffe des rotateurs que nous allons aborder est le petit rond, qui trouve son origine dans la fosse infraépineuse et sur le bord latéral de la scapula. Il continue son ascension de manière oblique et latérale pour s'insérer au niveau du tubercule majeur de l'humérus. La contraction de ce muscle donne une rotation externe du bras au niveau de l'articulation gléno-humérale, et bien sûr, le petit rond joue également un rôle dans la stabilisation de l'articulation gléno-humérale. En ce qui concerne son innervation, le petit rond est innervé par le nerf axillaire, qui est surligné en vert sur cette image. Pour que nous puissions examiner le dernier muscle de la coiffe des rotateurs, il faut changer notre point de vue pour une vue antérieure de l'articulation gléno-humérale. Ainsi, nous pouvons voir le muscle subscapulaire ici, qui trouve son origine dans la fosse subscapulaire. Contrairement à ses compagnons, ce muscle s'insère au tubercule mineur de l'humérus, comme nous pouvons l'observer ici. Le subscapulaire est responsable de la rotation interne du bras dans l'articulation gléno-humérale, ainsi que de la stabilisation de cette articulation. En ce qui concerne l'innervation du muscle subscapulaire, celle-ci est assurée par les nerfs subscapulaires supérieurs et inférieurs, qui sont des rameaux du faisceau postérieur du plexus brachial. Alors, puisque nous approchons la fin du tutoriel, nous devrions nous sentir plus ou moins à l'aise avec les muscles de la coiffe des rotateurs. Passons à présent à quelques notes cliniques concernant la luxation de l'épaule. Comme je l'ai mentionné au début de notre tutoriel, l'articulation gléno-humérale possède la plus grande amplitude de mouvement de tout le corps humain, ce qui la rend particulièrement vulnérable aux luxations. Notre corps possède quand même différentes manières de prévenir le risque de luxation, comme par exemple à l'aide des muscles de la coiffe des rotateurs. Voilà pourquoi il faut une force considérable pour faire sortir la tête de l'humérus de son emboîture. Par conséquent, cela arrive très souvent suite à une chute ou une collision avec une autre personne ou avec un objet. Ainsi, la plupart des gens se luxent l'épaule en pratiquant des sports de contact comme le rugby ou encore des sports susceptibles de provoquer des chutes fréquentes ou à fort impact comme la gymnastique. Cependant, chez les personnes âgées, elle peut également être causée par une chute sur le bras tendu. Généralement, la plupart des luxations de l'épaule se présentent avec un déplacement antérieur de la tête de l'humérus, comme nous pouvons l'observer sur cette radiographie. Ici, nous voyons la tête de l'humérus, et derrière, la fosse glénoïde de la scapula.
Les symptômes Ouch. d'une épaule luxée comprennent une douleur intense, une impossibilité de bouger l'articulation et une déformation visible de l'articulation gléno-humérale. En ce qui concerne le traitement, il faut faire une réduction. Il s'agit d'une série de différentes manœuvres où le médecin manipule le bras pour remettre la tête de l'humérus dans son emboîture. Dans certains cas, les tissus mous entourant l'articulation sont blessés lors de la luxation et une intervention chirurgicale est nécessaire pour les réparer. Pour récupérer, les patients ont besoin de repos, d'antalgiques et de physiothérapie afin d'améliorer la force et la mobilité de l'articulation. En tout, la récupération entière de la luxation de l'épaule peut durer entre 3 et 4 mois. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre